Solidatech pour les associations en matière de numérique. Donc Solidatech, programme de solidarité numérique, dont le but c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Ça, je pense que vous l'avez à peu près en tête. Après, sachez que voilà, on appartient à une coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est membre du mouvement Emmaüs. Et donc, le cœur de métier, c'est plutôt tout ce qui concerne le réemploi de matériel informatique, de smartphones et de cartoucheries. Et on existe depuis 2008, créé entre les ateliers du bocage d'une part et notre partenaire TechSoup d'autre part. TechSoup, c'est une ONG américaine qui est un grand réseau international de solidarité numérique, donc vraiment voilà, sur le même principe que nous. Donc, nos associations sont très largement des associations loi 1901, même si on retrouve quelques autres statuts également, comme les fondations RUP ou les fonds de dotation. Et quelques chiffres clés pour vous donner une petite idée. Depuis 2008, on a plus de 35 000 associations qui sont inscrites gratuitement chez Solidatech et on a pu leur distribuer plus de 540 000 outils numériques à tarif solidaire, ce qui représente pour le secteur associatif une économie de près de 200 millions d'euros depuis 2008. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les assos dans le domaine du numérique? Essentiellement par deux biais. Pas que, mais aujourd'hui je fais court. D'une part, l'outillage, d'autre part, l'accompagnement. Ce qu'on entend par outillage, en fait, c'est deux choses. C'est d'une part les solutions que nous avons à notre catalogue et dont typiquement Nuage fait partie en termes de aussi bien, voilà, on essaie de couvrir un petit peu tous les besoins que les associations peuvent rencontrer en termes de numérique. Donc, ça va de l'outil de comptabilité en passant par ceux de conception graphique, de sécurité, divers outils collaboratifs, etc. Et on a aussi bien disons, des grands noms du type Microsoft, Google, Adobe, etc. au catalogue que des solutions françaises avec lesquels on développe des partenariats à l'échelle locale, donc que ce soit Talkspirit, Intia, Veit et compagnie. Et en termes d'outillage, on a aussi une partie qui concerne le matériel informatique, qui est en lien du coup avec l'activité principale dont je vous parlais, des ateliers du bocage. Donc, on propose essentiellement à notre catalogue du matériel reconditionné, mais on a aussi une petite offre de matériel neuf avec nos partenariats Cisco et Dell. Et dernier slide pour ma part, c'est pour vous donner un aperçu de ce qu'on propose en matière d'accompagnement. On a notamment sur notre site internet tout un centre de ressources dans lequel vous retrouverez des retours d'expérience d'association, des astuces et des conseils, des comparatifs d'outils, des tutoriels, etc. Les replays de nos webinaires aussi typiquement. Et au-delà de ce centre de ressources disponible gratuitement pour tous, on propose aussi des formations sur divers sujets. Ça va de la communication digitale au RGPD, en passant par l'animation de temps collectif à distance, par exemple. Et on met également à disposition de nos assos un outil d'autodiagnostic numérique qui vous permet d'évaluer votre maturité numérique aussi bien rapidement et gratuitement. Ça permet de se poser toutes les bonnes questions sur le sujet en une fois. Et puis voilà, on propose une newsletter, du support téléphonique avec notre super équipe dans les Deux-Sèvres, régulièrement des webinaires comme celui-ci, et j'en passe. Cela étant dit, je fais un petit rappel pour ceux qui sont arrivés en cours de route sur le fait que le webinaire il est enregistré, qu'on mettra à disposition le replay comme le support de présentation de Paul dans notre centre de ressources. Pour vous donner une idée, c'est sous 2 jours ouvrés en général. Et dans tous les cas, vous en êtes avertis par email. Je crois que là, j'ai fait le tour. Ah oui, si. Aussi, posez bien vos questions par l'onglet Q&R et pas par le chat. Le chat, c'est voilà, typiquement pour dire bonjour, échanger entre vous. Et cette fois-ci, c'est ton tour, Paul. Je te laisse. C'est parti. Merci infiniment, Lorraine. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'arrive. Je fais cet exercice de réussir à partager mon écran. Vous me dites dès que vous le voyez bien. Oui, parfait. Alors, OK, formidable. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Paul, l'un des cofondateurs de Nuage. Nous sommes l'un des partenaires, l'un des outils partenaires de Solidatech.
En deux mots, nous sommes en fait une plateforme qui permet à des associations, des entreprises, des fédérations, des coopératives de dématérialiser une partie de leurs assemblées générales ou toute leur assemblée générale en fonction de la situation. Ça, on va y revenir, vous verrez. Concrètement, ce partenariat avait beaucoup de sens, que comme Lorraine l'a très bien dit, l'un des objectifs de Solidatech, c'est de permettre une meilleure utilisation du numérique. Et bien, l'un des objectifs de Nuage, c'est de permettre une meilleure gouvernance à travers le numérique. C'est-à-dire, par exemple, plus de participation, favoriser la participation, y compris pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, soit parce qu'elles sont loin, soit parce que c'est difficile de manière générale, promouvoir une meilleure démocratie, une démocratie plus directe en fonction d'eux et surtout outillée pour permettre aux organisations, donc aux associations, aux fédérations, à vous-même, de mieux organiser leur AG. Ce faisant, on a évidemment beaucoup d'expérience sur tous les tenants et aboutissants des assemblées générales en ligne, qu'elles soient organisées via Nuage ou par d'autres outils. Parce que vous le verrez, vous avez énormément d'options sur la question. Ça, on va les aborder au fur et à mesure. Et justement, on va passer à un petit sommaire très rapidement. Vous verrez que ce webinaire va être relativement dense. On va aborder énormément d'éléments, y compris des éléments plutôt juridiques. Donc, on ira en fait vraiment du contexte dans lequel on baigne jusqu'à la réalisation, la signature du PV, en passant par toutes les étapes en fait de votre assemblée générale. Et voilà, ça va être quand même très dense. Il va y avoir énormément d'informations. Vous verrez que les slides même sont denses. C'est pour ça que vous aurez aussi la présentation a posteriori que vous pourrez relire. Vous pourrez revoir le webinaire. N'hésitez pas, comme l'a très bien dit Lorraine, à poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet Q&R avec les deux petites bulles. Et on y répondra à la toute fin, même s'il faut qu'on revienne sur des slides. Et ça ne posera strictement aucun problème. Au contraire, on pourra en fait revenir et aborder certains points. Et on va très rapidement passer sur un petit rappel en premier des enjeux de vos assemblées générales et notamment des assemblées générales en ligne. Concrètement, on va les séparer en trois parties. Globalement, on aura tout ce qui est le fait de pouvoir réussir à gagner du temps. En fonction de votre association, en fonction de votre fédération, l'Assemblée générale peut être quelque chose que vous expédiez, ou alors au contraire, c'est quelque chose sur lequel vous passez énormément de temps, parfois des semaines, parfois même des mois. Je connais pas mal de monde qui passe plusieurs mois à organiser l'AG, donc ça représente une partie significative de l'année, mine de rien. Et l'un des objectifs de l'utilisation du numérique, ce sera de faire gagner du temps, tout simplement. Donc, de la même manière que vous avez pu gagner du temps en faisant signer des documents électroniquement ou en utilisant des outils de mailing plus adaptés que simplement envoyer vos mails depuis Gmail ou Outlook, ben là, les outils qu'on va aborder vous permettront aussi de gagner du temps sur différents aspects. Donc, ça peut être sur toutes les simplifications qui pourront y avoir. Donc, pareil, sur le mailing, sur la gestion des convocations, des pouvoirs, des votes, de la présence, des émargements. On en verra d'autres. Et voilà. On aura aussi un aspect un peu plus vert sur la réduction des coûts écologiques et économiques des transports. Ça sera plutôt valide pour les associations et les fédérations parmi nous qui ont un enjeu national ou international. Donc là, qui forcément doivent soit beaucoup se déplacer, soit ne peuvent pas accueillir tout le monde parce que les gens sont trop loin. Voilà. On va aussi avoir un enjeu plutôt côté participatif. L'objectif du numérique pourra aussi être, et ça, ce sera à vous de le décider en fonction de votre gouvernance, en fonction de votre base adhérent, en fonction des membres, savoir si vous souhaitez en fait vous servir du numérique comme d'un levier participatif et permettre à plus d'adhérents qu'habituellement, permettre à des têtes inconnues peut-être d'habitude en AG, de participer malgré tout à distance, de participer par anticipation, de participer en déposant un pouvoir avec un espace de débat en ligne. Voilà. Donc, on verra tout ça. Et il s'agira aussi, dans certains cas, de simplifier des procédures assez complexes sur la participation, notamment si vous devez convoquer du monde par email, d'autres personnes par courrier, après ça, réunir toutes ces informations-là sur un même support. J'espère, ça passe souvent par des tableurs, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, parce que je sais que c'est douloureux. Et enfin, l'enjeu principal peut-être de l'AG pour certains, ce sera l'aspect conformité. L'Assemblée générale étant avant tout un exercice humain, c'est aussi un exercice juridique et réglementaire, c'est une obligation.
Et il va s'agir de vérifier que l'ensemble des actions, que ce soit les convocations, les votes, les pouvoirs, l'émargement et d'autres, les débats, se fassent en bonne conformité avec vos statuts, avec la réglementation, avec les ordonnances temporaires applicables ou non, on verra. Donc, ça voudra dire beaucoup d'éléments. Je vous laisse décrypter un petit peu les slides à chaque fois. Vous verrez qu'elles sont assez denses. L'objectif, c'est que vous puissiez les récupérer ensuite. Cela dit, normalement, si vous écoutez simplement, vous devriez aussi parfaitement pouvoir suivre. On va faire un tout petit détour maintenant par l'aspect juridique avec, avant d'aborder cet aspect-là, un point extrêmement important. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas votre avocat, je ne suis pas votre expert comptable et en conséquence, je ne suis pas habilité en France à vous fournir un quelconque conseil juridique. Voilà, ça c'est quelque chose, les conseils juridiques que vous ne pouvez demander qu'à vos experts comptables, vos juristes, vos avocats et toute autre profession réglementée. Nous allons donc vous donner un ensemble d'informations sur les quorums, les statuts juridiques, sur les ordonnances, qui sont avant tout des informations de contexte que vous pourrez réutiliser. De la même manière, si vous avez des questions ou des réponses d'ordre plutôt juridique, par exemple, est-ce que c'est bien légal de faire ça? Est-ce que c'est bien correct par rapport à mes statuts d'exécuter telle ou telle chose? On ne pourra pas forcément vous donner réponse définitive. Par contre, ce qu'on pourra tout à fait faire, c'est vous indiquer comment poser la question à votre expert comptable. C'est-à-dire, par exemple, si on le verra juste après, si vous avez des questions sur comment convoquer mes participants avec des emails ou leur permettre de faire du vote anticipé, et on pourra vous dire en fait comment vous adresser à votre expert comptable et quelles sont les modifications peut-être à faire sur vos statuts ou ailleurs. Ça, voilà, on abordera ça. Donc, c'est parti. Une fois que ça c'est dit, désolé pour cette parenthèse un petit peu barbante, j'en ai peur. On reste sur le juridique et du coup, le contexte juridique. Vous le savez peut-être, depuis 2020, nous traversons un contexte de crise sanitaire qui a mené à un assez grand nombre de conditions temporaires, proroguées ou non. Ça a été un petit peu chaotique comme contexte pendant 2 ans. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que la dernière loi en vigueur à ce sujet, c'est la loi donc 2022-46. C'est un lien, vous pourrez cliquer dessus. Alors pas tout de suite, mais quand vous recevrez quand vous recevrez la présentation, vous pourrez cliquer dessus. Ce n'est pas forcément la peine de noter dès maintenant. Concrètement, cette loi ne prévoit pas aujourd'hui que vous puissiez faire une assemblée générale en ligne avec des outils numériques sur différents périmètres, que ce soit sur les convocations, sur le vote ou la participation à distance, si ce n'est pas prévu dans vos statuts. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous devrez, par exemple, faire inscrire le vote électronique dans vos statuts en amont de la capacité de faire un vote électronique directement pour votre AG. Cette inscription sur vos statuts se fera en général en AGE. Donc, c'est vous convoquez l'Assemblée générale extraordinaire, c'est indiqué dans déjà, enfin, vous avez déjà toutes les modalités qui existent dans vos statuts. Encore une fois, rapprochez-vous de votre juriste, de votre expert comptable sur ces sujets. Normalement, ils sont aujourd'hui extrêmement connus. Il n'y a plus vraiment d'enjeu. Enfin, ce ne sera pas une nouveauté normalement pour votre expert comptable. C'est déjà vu et revu. Ce ne sera pas une nouveauté pour vos juristes. C'est vu et revu. Les clauses, à notre connaissance, sont globalement simples à mettre dans vos statuts. Et même si cela n'existe pas pour l'instant, ça peut rester intéressant en tant que plan B. On n'est pas, alors, on est à peu près sorti de l'affaire, mais on n'ose pas trop. Enfin, personnellement, j'ose pas trop le dire parce que j'ai peur de nous donner une mauvaise chance. Mais ne serait-ce qu'en tant que plan B, si on est face à un autre confinement ou si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas tenir votre séance en ligne, ça peut être intéressant. Imaginez par exemple que votre président de séance, votre présidente de séance soit positive la veille ou le matin même. Elle ne pourra pas présider. Il faudrait qu'elle puisse participer à distance. Et en plus, il y a un autre problème, c'est qu'il faudrait qu'elle puisse voter à distance, parce que c'est elle qui a tous les pouvoirs. Ça, on verra plus tard un peu les situations qu'on peut rencontrer. L'aspect juridique tiendra sur 3 points, globalement. La convocation, les modalités de vote et enfin, évidemment, la participation à distance. Donc, concrètement, il vous faudra sans doute des éléments dans vos statuts pour justifier du fait que vous convoquiez par email donc vos participants, vos votants.
Il faudra des éléments pour justifier du fait que vous avez des modalités de vote électronique. Donc, il y en a différents types. Ça peut être du vote, donc un vote électronique, un peu comme quand vous avez des télécommandes de vote en séance, du vote électronique par correspondance qui se déroule dans ce cas-là en amont de la séance, et d'autres modalités possibles. Ça, on les reverra ensuite ensemble. Vous allez voir, on a pas mal de détails dessus. Et enfin, sur la participation à distance, il s'agira de savoir si, là, vous, aujourd'hui, par exemple, qui nous écoutez, est-ce que vous êtes participant de notre Assemblée générale, si nous en faisions une, et donc vous pourriez voter à distance, ou est-ce que vous êtes simplement spectateur, téléspectateur, donc vous pouvez nous écouter, mais vous n'avez pas aucune option de vote. Voilà. Donc, il y a ces trois aspects à étudier. Encore une fois, même s'ils ne sont pas inscrits pour le moment dans vos statuts, il n'y a pas mort d'homme, évidemment. C'est l'occasion de demander à votre juriste, à votre expert comptable pour une intégration. L'objectif étant d'avoir un plan B. On est toujours dans un contexte sanitaire assez incertain, malheureusement. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait du monde qui soit positif le jour J, qui ait besoin de participer à distance par une solution de visioconférence, par une solution de téléphonie. On verra les solutions plus tard lors de ces slides. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions d'ordre plutôt juridique, on ne pourra pas forcément y répondre, mais on essaiera de vous rediriger vers les bonnes personnes. Ça se passera sur le petit bouton questions et réponses. Paul, je me permets de Oui. couper sur du coup, ça c'est la loi, mais il y a une ordonnance sur les outils de crise qui a été prolongée jusqu'à fin juillet ou fin juillet, je crois, et du coup qui permet quand même de tenir ces assemblées générales en numérique, si je ne me trompe pas, au moins en tout cas jusqu'à fin juillet. Donc voilà. Donc ça vient en opposition un peu avec ce qui est dans la loi, mais c'est en effet, ça suspend ce qui est dans les statuts, si je ne m'abuse, avec donc toute cette ordonnance autour des outils numériques de crise. Ça, pour le coup, renseignez-vous justement auprès de votre expert comptable ou de votre juriste, ce sera le point le plus important. Sur ce, on enchaîne. Donc, l'objectif, ça va être de suivre un petit peu le parcours de votre Assemblée générale depuis l'envoi des convocations jusqu'à la rédaction du PV. Et donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire les convocations. Concrètement, l'envoi des convocations pourra se faire par email ou par toute voie qui est habituelle pour vous. Peut-être que c'est publié sur votre intranet, peut-être que c'est par courrier. Ce sera le premier point de contact de vos participants, de vos votants avec votre Assemblée générale. Si vous n'avez jamais fait l'Assemblée générale en ligne, l'exercice est déjà nouveau pour vous. Il est aussi très nouveau pour vos votants. Et donc, l'enjeu sera de réussir à avoir la présentation la plus simple et efficace possible. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra que vous établissiez en amont de votre séance, en amont de l'envoi des convocations, un parcours numérique. Vous allez demander à vos participants d'utiliser des outils qui pourraient être leur boîte mail, pour commencer, si vous faites un envoi de convocation par email, qui pourrait être l'outil de gestion de documents, si vous voulez leur publier des documents. Peut-être que c'est votre intranet, peut-être que c'est un autre outil gratuit, peut-être que c'est un outil dédié pour votre Assemblée générale. Il y en a plein qui existent pour faire du partage de documents. Je pense que vous en avez tous déjà utilisé. Ce sera éventuellement un outil de vote, des outils de formulaire pour récupérer des informations. Est-ce que vous venez ou pas? Est-ce que vous, est-ce que vous venez en voiture? Est-ce que vous pouvez faire du covoiturage, etc. Il sera assez important si possible, lorsque c'est possible, de ne pas démultiplier les outils. C'est-à-dire, il faudra que vous bâtissiez un parcours prêt pour vos adhérents et adapté à vos adhérents. Donc, c'est aussi à vous de savoir si, par exemple, vous avez une cinquantaine d'adhérents qui sont tous férus de numérique. Bon, peut-être que vous pouvez utiliser 20 outils et qu'ils en seront tous absolument ravis. Peut-être qu'au contraire, vous avez parmi votre base de votants du monde qui utilise un ordinateur une fois par an pour faire ses impôts. Et dans ces cas-là, peut-être que déjà utiliser un formulaire plus du mail, plus un outil pour les documents, plus un outil pour le vote, plus un outil pour la visioconférence, vous les aurez perdus dès le troisième outil. Voilà, donc ce sera extrêmement important de veiller à ce que vous n'ayez pas trop d'outils et un parcours qui soit surtout adapté.
Attention aussi, alors là j'en parle parce que j'ai grandi dans un coin de Touraine qui est un peu ravitaillé par les corbeaux, donc attention aux besoins en connexion Internet. Donc si vous, par exemple, vous faites des élections avec des professions de foi vidéo, si vous voulez voilà, utiliser un peu ce genre d'outils-là, qui sont très sympas mais très consommateurs. Pareil, si vous avez beaucoup de monde qui, comme moi, est basé un petit peu dans la Cambrousse, c'est pas forcément évident de se servir de ces outils-là. Donc, encore une fois, la simplicité, la sobriété a du bon. L'avantage, malgré tout, c'est que souvent, chaque outil vient remplacer des éléments papier, chaque outil vient remplacer des procédures plutôt traditionnelles. Où, voilà, on envoie des formulaires, on attend de les recevoir par la poste, etc. Et ça représente aussi un gain écologique et économique. La plupart du temps, c'est-à-dire que ça vous consommez moins d'énergie, vous consommez moins, ça vous coûte aussi moins cher. Donc, voilà pour ces aspects-là. Au niveau du mailing en lui-même, on a ici quelques outils qui sont listés. Il y a une autre slide qui liste les offres. Ce qui sera important sur les mailings, c'est que si parmi l'assistance, vous avez déjà fait des envois de campagnes de mailing, vous savez que l'efficacité peut des fois un peu laisser à désirer et que vous pouvez avoir plein d'emails qui n'arrivent pas, qui arrivent en spam, qui tombent sur des boîtes mail qui sont pleines, qui tombent sur des boîtes mail qui n'existent plus parfois ou qui ne sont plus consultées. Et donc, il sera important de prévoir un plan B. Ça peut être, par exemple, une publication sur votre site Internet, sur votre intranet. Ça peut être d'autres outils. Enfin, si vous avez plusieurs outils de mailing, on va utiliser plusieurs pour atteindre vos adhérents. Et sans rentrer trop dans les détails par rapport au mailing, parce que ce n'est pas un webinaire uniquement là-dessus, il sera aussi important de vérifier ce que les informations que les outils vous donnent, donc les taux d'ouverture, les taux de bounce, les taux de clic. Les taux de bounce, c'est quand les mails n'arrivent pas, etc. Et veiller à ce que votre campagne se passe bien. Aussi, ne pas hésiter, dans certains cas, à faire des relances de mails et à prévoir d'ores et déjà des relances. Donc, en fait, prévoir tout un process pour que ceux qui vous ont déjà répondu soient exclus des relances. Donc, si par exemple vous avez besoin, si vous envoyez, imaginons, un formulaire pour savoir qui vient à l'Assemblée générale le jour J ou qui sera présent à distance, etc., prévoir des relances régulières pour ceux qui ont déjà répondu. Mais ça veut aussi dire prévoir de retirer des listes ceux qui ont déjà répondu, etc. Certains outils le font de même. Pour d'autres, c'est plutôt à configurer. Si vous utilisez des outils qui utilisent des listes de mailing comme Mailchimp ou Mailjet, il me semble, là, il faudra à chaque fois que vous retiriez à la main les personnes qui ont déjà répondu. Ce n'est pas forcément très compliqué ni très long, c'est juste à faire pour éviter de relancer 50 fois les mêmes personnes. Voilà. Donc, globalement, le plus important, ce sera vraiment de réussir à établir ce parcours le plus simple possible et surtout qui doit être le plus explicite possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, de préférence, et ça, c'est vous qui verrez ensuite en fonction de votre base de votants, il ne faut pas de préférence rajouter des outils au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est dès la convocation, vous pouvez expliquer, on va récupérer les informations sur tel outil de formulaire, sur Google Forms ou autre. Après ça, vous recevrez une invitation pour aller sur notre webinaire sur Zoom, imaginons. Et dans le Zoom, nous vous enverrons un lien vers la plateforme de vote. Imaginons que ce soit ce que vous décidez de faire. Voilà, l'idéal, c'est que vous ayez tout prévu à l'avance et que vous ayez donc, que vous puissiez présenter ce parcours-là, que vous l'ayez testé aussi en avance, parce que quand vous aurez du monde qui sera éventuellement en difficulté sur une étape du parcours, ça pourra arriver, que vous puissiez les assister rapidement. Solidatech, par exemple, met en place des hotlines et un support. Sans aller jusqu'à la hotline, peut-être qu'au moins avoir un support, un chat sur votre site peut-être, ou un support par email pourrait faire du bien. Voilà, vous avez différents logiciels qui vous sont présentés ici. Sur la slide suivante, sur laquelle on ne s'attardera pas, vous aurez aussi directement accès aux offres Solidatech liées à ces logiciels. On ne va pas s'y attarder parce que ce n'est pas forcément le sujet de ce webinaire. C'est parti, donc voilà, les offres dédiées aux associations. Donc, encore une fois, vous recevrez la présentation à la fin de ce webinaire et vous pourrez directement vérifier en fait toutes les offres et vérifier ce qui vous paraît le plus correct. Et une fois vos convocations envoyées, on va arriver dans ce qu'on appelle de notre côté l'avant-séance.
Donc, c'est ce moment entre l'envoi des convocations et le moment de votre séance. Souvent, c'est une période de temps qui dure 2 semaines. C'est fixé dans vos statuts. Ça peut aussi être une semaine ou un mois. C'est vos statuts qui décident en général. Donc, n'hésitez pas à vérifier. N'hésitez pas d'ailleurs sur les envois à vérifier que vous êtes bien dans les délais, évidemment, de vos statuts. Et c'est cette étape-là qui sera en réalité la plus transformée par le numérique, parce que c'est là qu'en fait, sur ces 2 semaines où habituellement, il ne se passe pas grand-chose à part que vous réceptionnez des pouvoirs et que vous les attribuez éventuellement comme vous pouvez en fonction de vos statuts, eh bien là, vous aurez accès à une pléthore d'outils numériques qui pourra vous permettre d'être plus efficace sur certains de vos process. Est-ce que vous décidez que ce soit plutôt pour répondre à vos enjeux de conformité par rapport au quorum, plutôt par rapport aux enjeux participatifs, pour faire participer les gens, débattre, pour les faire se présenter sur la plateforme de téléchargement de documents, qu'elles puissent récupérer les documents, les consulter, ou que ce soit pour toute autre raison, pour gagner du temps éventuellement, en collectant plus d'informations avec des formulaires, c'est vous qui le déciderez. C'est aussi là où c'est important de bien préparer, avant même l'envoi des convocations, l'AG, c'est pour être sûr de savoir ce que vous voulez et comment vous le voulez. Et concrètement, là où ça va être important, on en a déjà parlé, c'est au niveau du parcours numérique, c'est de vous assurer que tout est parfaitement synchronisé et que vous n'ayez pas trop d'étapes entre le moment où votre participant reçoit sa convocation, le moment où il peut récupérer les documents et exécuter quelques formalités éventuellement, et le module de vote si vous l'avez. Ça, on va pouvoir en parler enfin à la fin de cette slide. Concrètement, donc la convocation, on vient d'en parler très rapidement. Donc, c'était sur l'explication, enfin, parfaitement expliqué toutes les modalités de votre séance et ce qu'elle a d'exceptionnel par rapport à avant si c'est votre première séance en ligne. Il y aura un vrai travail pour rassurer vos participants, ça je vous l'assure, et pour les assurer que tout est parfaitement sécurisé et simple, même si on ne s'y connaît pas trop en informatique, il n'a pas besoin d'être ingénieur pour participer à une assemblée générale en ligne. Ça voudra dire aussi que tous les centres de partage, que ce soit votre intranet, un dossier partagé sur un système quelconque, type Dropbox, que ce soit sur votre plateforme de vidéo en ligne pour des professions de foi, tout doit être simplement indiqué et accessible. Il y aura aussi, donc comme on le disait, le besoin de recourir à des plans B. Il y a des personnes qui ne parviendront pas à ouvrir vos mails ou à utiliser votre mail. Et dans ces cas-là, il faudra s'assurer de pouvoir passer par autre chose. Donc, leur indiquer, par exemple, vous ne parvenez pas à accéder aux professions de foi en ligne, pas de souci. Vous allez sur YouTube, vous tapez, je ne sais pas, Solidatech, imaginons, et vous retrouverez toutes nos vidéos, y compris les professions de foi. Voilà. Au niveau du partage de documents, en fonction de vos statuts, toujours, donc n'hésitez pas à vérifier, vos participants sont censés avoir l'ensemble des documents accessibles dès l'envoi des convocations. Parfois, avec les délais comptables et autres, ce n'est pas tout à fait ce qu'il se passe. Je pense que dans l'assistance, un certain nombre de personnes ont reçu leur compte certifié l'avant-veille de l'AG. Ça peut se produire parfois. Pareil, les enjeux seront toujours les mêmes, c'est-à-dire assurer surtout une simplicité totale de cet accès-là. Et c'est là où vous pourrez aussi commencer à dématérialiser certaines formalités. Donc, on en a parlé de tout ce qui est gestion des pouvoirs, gestion des formulaires. Une des capacités qui vous est ouverte, notamment avec le numérique qui n'était pas forcément avant, c'est de pouvoir récupérer tous les pouvoirs sur une seule plateforme et d'avoir une vue d'ensemble de tous les pouvoirs. Ce qui, à l'époque, ce qui sans doute même pour beaucoup encore aujourd'hui, se fait à travers des tableurs pour savoir un peu où on est, ou dans le pire des cas, à travers une pile de pouvoirs sur le bureau du directeur ou du secrétaire juridique. Ce n'est pas forcément génial pour l'archivage et pour la gestion ensuite. Et voilà, ce que ça vous permettra aussi de faire et qui peut être extrêmement intéressant, cette étape-là, c'est de faire un appel à cotisation. Pareil, si vos statuts prévoient que tout membre à jour de cotisation est capable de voter en AG, ce sera aussi le moment pour vous de mobiliser les participants convoqués en disant, voilà, vous avez été convoqués, par contre, malheureusement, vous n'avez pas de droit de vote parce que vous n'êtes pas à jour de cotisation. Du coup, si vous voulez cotiser, c'est par ici. Alors, avec l'outil de votre choix ou avec un RIB ou autre,
Et vous pourrez aussi éventuellement prévoir ça. On a pas mal de monde qui se sert de nos outils nous-mêmes comme ça, ou qu'on a vu autour de nous exécuter ce genre de procédure-là. L'objectif étant que, eh bien, l'Assemblée générale devienne presque un événement un peu rentable en termes de cotisation. Parce que tout le monde se rappelle à ce moment-là de sa cotisation et le voit bien quand il ne peut pas voter, quand il ne veut pas candidater, quand il ne veut pas déposer pouvoir, etc. Et enfin, on arrive un petit peu là dans le gros sujet de l'Assemblée générale en ligne. On y arrive enfin, sincèrement désolé pour tout ce contexte juridique, mais qui était nécessaire quand même, c'est-à-dire le vote. Le vote, concrètement, il prendra différentes formes en fonction de vos statuts, de vos désirs sur l'Assemblée générale. Vous connaissez tous le vote à main levée où chacun se prononce à main levée et il y a un décompte qui est fait, parfois un peu rapide, ou simplement on soustrait le nombre de voix contre au nombre de voix présentes ou autre. Ça peut aussi être un vote confidentiel avec une urne. Ça peut être un vote un peu confidentiel où en fait chacun ne sait pas pourquoi il vote, mais vous avez quand même votre nom sur le bordereau de vote pour qu'ensuite peut-être que le scrutateur de séance, si vous en avez un, ou le secrétaire de séance puisse vérifier ce qu'il se passe. Ce que le numérique vous permettra aussi de faire et qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui est tellement facilité qu'il en devient une pratique totalement innovante, c'est le vote anticipé, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire voter avant votre séance. Vos statuts le prévoient peut-être déjà par courrier, mais je ne sais pas si parmi l'assistance, il y a beaucoup de monde qui a fait du vote anticipé en association par courrier. Ça se fait beaucoup en copro, plutôt dans les syndicats de copropriété. Concrètement, ce que ça vous permettra de faire, c'est d'avoir un véritable levier de boost de votre quorum. C'est-à-dire que si vous voulez faire une assemblée générale extraordinaire, par exemple, vos statuts prévoient peut-être un quorum assez sévère. Donc, un quorum assez sévère, c'est un quorum aux 2/3, un quorum aux 3/4. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, 500 adhérents, il faudra que vous ayez 400 adhérents en séance pour que l'assemblée générale puisse statuer sur quoi que ce soit. L'avantage du vote anticipé, c'est que vous êtes capable en fait, de faire voter les gens en avance. Normalement, ils ont déjà accès à tous les documents. Ce sont des élections. Ils ont les professions de foi, ils ont les CV éventuellement. Voilà, ils ont tous les éléments disponibles pour prendre la décision. Et vous pouvez du coup vous servir d'un outil numérique de vote ou de formulaire, on verra ensuite lesquels existent, pour collecter des votes en amont. C'est un petit peu similaire à la collecte de pouvoir avec moins de risques. Concrètement, si vous collectez des pouvoirs et que les pouvoirs, vous les assignez, imaginons, à un des membres de votre conseil d'administration, mais qui ne peut pas être là, pourquoi pas, à cause d'un Covid, vous avez perdu non seulement la voix de votre membre du conseil d'administration, de votre administrateur, mais aussi tous ses pouvoirs. Est-ce que vous pouvez les réassigner ou non à notre administrateur? Pas forcément, si les pouvoirs sont nominatifs. Et donc, vous perdez en fait tout un pan de vos votes et vous peut-être même mettez en danger votre quorum. Ça peut arriver. Et c'est peut-être arrivé déjà dans l'assistance. N'hésitez pas à le partager si jamais c'est le cas, vos mésaventures de quorum. En tout cas, ce que permet de faire le vote anticipé, c'est de rassembler les voix en amont de votre séance et éventuellement d'atteindre votre quorum avant même que la séance soit ouverte, avant même le jour de la séance. Ça se fait de plus en plus. Vous avez du coup, par vote anticipé, des assemblées générales qui ont leur quorum 2 jours, 3 jours, 5 jours avant la date fixée. Et ça permettra ensuite aux organisateurs de se concentrer plutôt sur les débats le jour J, plutôt sur tous les autres enjeux, en fait, outre le quorum, et ne pas avoir ce chiffre, cette épée de Damoclès, quelque part, qui est là en permanence. On verra ensuite au niveau des outils de vote ce qui est intéressant à faire pour nous assurer qu'il n'y ait pas de double vote qui soit possible, que les participants puissent éventuellement modifier leur vote en séance s'ils le souhaitent. Ça, on le verra ensuite. Voilà. Globalement, ça permettra de faire tout ça. Un dernier point qui est juste précisé ici, qui est un petit peu touchy, faites attention, sur les dépouillements intermédiaires, c'est-à-dire non seulement avoir des votes, mais aussi avoir des résultats en amont de la séance. Vérifiez bien que vos statuts le prévoient. Si vous désirez consulter les évolutions de vos élections de président, par exemple, de vos élections au conseil d'administration ou autres, au fur et à mesure, vérifiez que vos statuts le prévoient.
de même, pour éviter de vous mettre en défaut ou d'avoir des difficultés quelconques par la suite. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur la préparation, le vote anticipé et la gestion des pouvoirs dans l'onglet questions-réponses. Et là, on va commencer à passer plutôt au jour J, donc à la tenue de séance. Donc, on en a parlé très rapidement sur les séances et les différentes modalités qui existent au tout départ. Donc, est-ce que vous faites plutôt une séance en présentiel, une séance en présentiel avec du monde à distance, une séance où tout le monde est chez soi et donc tout le monde est à distance, ou un petit peu les deux? Parfois, vous avez 2-3 salles, si vous êtes une association assez grosse ou une fédération avec du monde un peu partout. Et en fait, en réalité, la tenue de séance se passera globalement comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il vous faudra donc préparer votre ordre du jour, préparer tout ce qu'il y a, tout ce que vous préparez habituellement pour vos assemblées générales et l'exécuter. Donc voilà, ce sera globalement pareil. La seule grande différence qu'il y aura entre une assemblée générale classique et une assemblée générale en ligne, c'est là, comme vous le voyez et comme Lorraine l'a présenté au départ, les outils de participation, les outils d'interaction, les outils de débat. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous aurez une partie des gens qui seront en présentiel qui ne verront pas forcément ce qu'il se passe, une partie des gens qui seront en distanciel et qui n'entendront peut-être pas toutes les discussions qu'il peut y avoir en présentiel dans la salle si le micro n'est pas passé ou autre. Voilà, ça, on a tous été peut-être un petit peu victimes quand on faisait des webinaires. Et donc, ça veut dire vraiment vous doter d'outils efficaces, de visioconférence, de vote, et surtout d'outils extrêmement simples pour favoriser les interactions entre tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'une des bases adhérents se sente lésée par rapport à l'autre. C'est-à-dire les participants qui sont dans la salle qui disent « Ah bah oui, mais du coup, on a à peine passé le micro, mais à distance, ils ont eu droit à 35 minutes de questions-réponses et nous, non », par exemple. Là où ça va aussi évoluer un petit peu, c'est sur la question de tout ce qui est sécurité numérique. Donc là, ça va devenir assez important. Concrètement, un des éléments qui va beaucoup bouger, et on en reparlera lors du procès verbal, lors de l'élaboration du procès verbal, c'est votre feuille de présence et les émargements. Là, vous aurez deux types d'émargements. Vous aurez peut-être les personnes qui ont émargé de manière tout à fait traditionnelle, avec la feuille à l'entrée de la salle, avec peut-être le badge ou un cookie ou une chouquette, en général, c'est plutôt les chouquettes que je mets, pour rentrer. Et donc, chacun signe. Vous aurez aussi du monde qui sera à distance. Et il vous appartiendra de savoir comment est sécurisé cet émargement qui se fait à distance, savoir s'il est bien conforme à vos statuts. Donc, est-ce que les personnes ont bien pu être identifiées? Peut-être que simplement taper un nom et un prénom quand je me connecte est suffisant. Peut-être qu'il faut au contraire que je vérifie mon adresse email, mon numéro de téléphone ou autre. Peut-être qu'il faut encore un système plus complexe. Ça, ce sera à vous de voir en fonction de vos statuts et pareil de vos adhérents aussi, parce que l'objectif, c'est que ça reste le plus simple possible. Et il ne faudra pas hésiter du coup à surtout vérifier en avance la capacité de vos outils à faire interagir les participants en présentiel et les participants en distanciel, ouvrir des chats entre les deux, par exemple, ouvrir des espaces de discussion. Pourquoi pas ouvrir un forum dédié, accessible depuis le téléphone des gens qui sont sur place. Ça veut dire aussi dans l'animation, prévoir des temps pour analyser le chat, avoir du monde qui, actuellement, exactement comme Lorraine, se charge de la modération des personnes à distance. Une assemblée générale en ligne mobilise un tout petit peu plus de monde en général que pour l'organisation d'une assemblée générale classique parce qu'il y a ce volet en fait numérique à observer en continu. De la même manière, il faudra aussi beaucoup tester, vérifier que tout fonctionne bien. Si vous êtes une grande association, ne pas hésiter à vérifier que dans la salle que vous louez, dans l'hôtel dans la pièce d'hôtel que vous louez, que la connexion Internet marche bien, que la caméra se branche bien, ce genre de choses-là. C'est pas génial de vérifier ça le jour J, un quart d'heure avant l'AG et de se rendre compte que la caméra n'a pas la bonne prise. Voilà, je parle d'expérience. Et ça voudra aussi dire prévoir un plan B. Concrètement, quand vous êtes sur des outils numériques, sur des outils de vidéoconférence, là, moi qui vous parle par exemple, rien n'empêche que un tractopelle casse l'armoire fibre dans ma rue et que vous ne me voyez plus.
voilà, je ne parle toujours pas d'expérience. Et du coup, du coup, je serai déconnecté, je devrais me connecter par un autre moyen. En l'occurrence, on a déjà d'autres moyens qui sont prévus de notre côté. Je peux passer par ma 4G, je peux passer par mon numéro de téléphone. Donc, dans tous les cas, voilà, le webinaire pourra continuer. Ce sera aussi important de vérifier ça au niveau de vos outils. Donc, par exemple, est-ce que votre outil permet d'appeler un numéro de téléphone pour participer ou pour écouter la séance à la place de vous connecter directement si l'ordinateur a un souci, si le téléphone n'a plus de batterie, etc. Enfin, la chose qui risque de pas mal évoluer sur la tenue de votre séance au niveau numérique, ce ne sera pas autant pour vous que pour vos participants, parce qu'on parle vraiment que du volet participation, ce sera le vote, encore une fois. Donc, le vote qui pourra se dérouler de manière traditionnelle dans la salle avec des bordereaux de vote ou avec la main levée. Le vote qui pourrait se dérouler de manière numérique, finalement, où vous aurez du monde à distance qui en fait cliquera sur une interface, cliquera sur des boutons pour voter contre, comme vous l'avez peut-être fait cette année sur d'autres sujets ou sur d'autres AG, ou comme vous avez pu répondre à des sondages éventuellement, c'est globalement la même expérience. Il vous faudra vous assurer bien, que tout le monde peut voter correctement et que les process de dépouillement et de décomptabilité, enfin de décompte des résolutions de tous les votes seront le plus simple possible. Ça, on le réabordera ensuite. Un petit passage éventuellement sur l'aspect sécurité et identification. C'est des choses qui peuvent faire peur parce que rapidement, identification, on pense à tous les mots de passe, à tous les codes qu'on doit taper tout le temps, c'est quelque chose qui peut être compliqué, qui déjà est peut-être un petit peu enquiquinant en tant que directeur d'association, en tant que présidente, directrice, qui est un peu complexe et on ne s'imagine pas forcément l'infliger à sa base de votants. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce volet-là, notamment si vous êtes une petite association, donc qui n'a que on va dire que quelques petites dizaines d'adhérents, donc disons 10, 20, 30, pas plus, une bonne solution, mais qui pose question concernant la vie privée, mais ça c'est encore un autre sujet, ça pourrait être simplement de faire une visioconférence, donc, voilà, avec votre outil préféré, d'allumer la caméra, de vérifier que tout le monde est bien là, que tout le monde est bien qui est lié, parce que vous vous connaissez les uns les autres en fait, et que le secrétaire de séance vérifie ça, par exemple, c'est-à-dire qu'il vérifie, OK, là on a bien tout le monde, nous par exemple pour le trajet, nous sommes 3, voilà, je vois bien Lorraine, je vois bien Maxime, je vois bien moi, donc on est tous les 3 là, c'est bon, on a réussi à nous identifier. Ça peut être suffisant. Ça devient évidemment très complexe. Dès lors que vous êtes plusieurs centaines, vous n'allez pas passer 4 heures à vérifier le visage de chacun, surtout qu'il y en a forcément quelques-uns qui vous diront qu'ils n'ont pas forcément envie d'activer leur caméra, ils sont chez eux, ils ont envie pour que tout le monde soit chez eux. Voilà, donc l'idée, c'est aussi d'adapter vraiment les outils que vous employez de visioconférence de vote à votre public et aux attentes, aux exigences de vos adhérents. Si les exigences sont faibles, s'il n'y a pas de gros besoins, de très grosses sélections, de renouvellement du CA, de modifications, d'augmentation des cotisations ou autres, peut-être que l'utilisation d'outils simples et de procédures très simples et très terre-à-terre sera finalement parfaitement adaptée et conviendra parfaitement à tout le monde, y compris à votre expert comptable, à votre juriste, avec qui il ne faut pas hésiter à en discuter. Voilà sur la tenue de séance, toujours pareil. Si vous avez des questions, ça se passe dans l'onglet, dans le petit bouton Q et R. On pourra y revenir plus tard. N'hésitez pas aussi si vous avez des spécificités par rapport à vos propres tenues de séance. Si vous avez l'habitude de faire des choses en présentiel et que vous ne comprenez pas, vous n'envisagez pas vraiment de les faire à distance, n'hésitez pas à en parler et on pourra voir s'il y a des éléments dont on peut discuter ensemble, c'est des choses qu'on peut transformer. On passe très très vite sur les outils. L'idée, c'est de montrer un petit peu les outils qui sont utilisés et les différentes questions à se poser sur les statuts. Encore une fois, posez la question avant tout à votre expert comptable. Vous avez tout en gros, d'un simple questionnaire en ligne, donc un Framaform, jusqu'à des plateformes dédiées uniquement pour l'Assemblée générale dont Nuage fait partie. Donc, par exemple, peut-être que pour votre séance, vous avez peu de participants, peu d'enjeux. Faire un zoom entre vous avec les caméras et avec un outil à côté comme Kahoot ou l'outil Zoom sondage ou autre à l'intérieur suffirait largement. Ou voilà, ça, ce sont des choses qui sont possibles.
n'hésitez pas à vous poser ces questions-là, à aussi vous poser la question du vote anticipé qui représente quand même un confort à l'utilisation qui est colossal. N'hésitez, et surtout quand vous avez du vote anticipé, faites bien attention aux questions de double vote, capacité à modifier son vote. J'ai voté il y a une semaine, mais en fait, j'aimerais revoter parce que je ne me souviens pas de ce que j'ai voté. Est-ce que je peux le faire ou non? Voilà, ce sera important. Ça, encore une fois, vous avez accès à ces slides-là à la fin du webinaire. Une autre petite slide pour expliquer justement ce que je viens de vous présenter. Donc, en gros, quand on a peu d'enjeux, quand on a peu de monde, on va dire qu'on a beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on fait à peu près comme on veut et ça convient à tout le monde et il n'y a pas de problème. Et tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, tant que vous n'avez pas de perdants à des élections, tant que vous n'avez pas de personne qui est un peu agacée par l'augmentation des cotisations, tout va bien. Mais souvent, plus votre fédération, plus votre association va grossir en nombre d'adhérents, plus votre flexibilité va diminuer, parce que les exigences des adhérents sont aussi très grandes. Vous aurez de plus en plus souvent des personnes qui perdent des élections, sans parler de tous les contextes politiques qui peuvent apparaître en association. Donc l'idée, voilà, c'est soyez vigilants quand vous avez du monde, n'hésitez pas à faire les choses le mieux possible et aussi à montrer, à expliquer que vous faites les choses le mieux possible. Encore une fois, ces slides-là seront accessibles plus tard si vous le souhaitez. On passe sur la partie très, très chaude pour certains ou pas du tout. On en discute tout de suite sur les dépouillements et les proclamations qui représentent tout de même pour un très grand nombre d'organisations vraiment le moment fort de l'AG, c'est-à-dire est-ce que le président est réélu, qui est élu au conseil d'administration, etc. Si votre AG est simplement l'Assemblée générale où on approuve les comptes, le rapport moral et les rapports financiers, bon, peut-être que ce n'est pas un moment si fort que ça, mais c'est quand même intéressant de savoir que tout le monde approuve les comptes et que personne n'est pas d'accord avec la manière dont était pensé l'argent de l'association. Dans tous les cas, là, vous aurez plusieurs options sur le dépouillement. La première option qui est un petit peu particulière au niveau du vote, ça s'appelle la consultation écrite. Je ne sais pas si c'est le nom officiel, mais c'est le nom qui revient le plus souvent. Concrètement, en fait, c'est que vos votes se sont faits avant la séance et ils ont été dépouillés et même peut-être proclamés avant la séance. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez, style d'Assemblée générale, où vous avez 3 résolutions qui sont là, donc l'approbation des comptes, rapport moral, rapport financier, peut-être le PV de l'année précédente. Bon, finalement, l'enjeu, vous savez qu'il est très faible, vous savez que vous êtes quasiment certain d'avoir l'unanimité sur chacune de ces résolutions-là. Et en fait, l'Assemblée générale, pour vous, elle est presque pas là pour ça. Elle n'est pas là pour le vote. Elle est avant tout là pour vous concentrer sur les débats, vous concentrer sur les échanges qu'il peut y avoir entre vous et les votants, entre les votants eux-mêmes, etc. En fait, l'option d'utiliser le numérique peut être extrêmement intéressante pour vous permettre de faire tous ces votes-là avant la séance. Comme ça, c'est fait, c'est fini. Vous faites vos dépouillements en amont de la séance. Vous proclamez peut-être en début de séance, si ça n'a pas déjà été proclamé même avant la séance, les résultats. Vous dites voilà, donc tout est approuvé. Maintenant, super, il nous reste, je ne sais pas, 1h30, 2 heures pour discuter. L'idée, c'est que ça vous permet de sortir cette étape du vote de la séance en elle-même. Vous pouvez garder, si vous le souhaitez, le formalisme, le décorum de l'annonce de la présidente, de l'annonce du président des résultats. Qui de toute façon finira aussi sur le procès verbal. On en rediscute dans quelques slides. Voilà, vous pouvez vraiment vous concentrer sur les débats, l'analyse, vérifier si par exemple vous avez plus de comptes que vous seriez attendu sur l'approbation des comptes. Peut-être qu'il y a des soucis au niveau du salaire du directeur ou autre. Discutons-en. Vous avez 2 autres méthodes de dépouillement sinon qui existent lors de la séance en elle-même. La première méthode, ce sera au fur et à mesure de l'avancée des débats. Donc concrètement, c'est vous soumettez une résolution au vote. Vos votants s'expriment ou se sont exprimés par le passé avec un vote anticipé. En tout cas, c'est le dernier moment où on peut voter. Et une fois le vote terminé, vous proclamez le résultat. Ça fait qu'à chaque fois, vous créez des temps forts et là, ça vous permet, comme d'habitude, de rythmer votre séance, y compris pour les participants à distance. C'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est que ça rythme tout. C'est là où vous pouvez voir aussi sur les outils d'animation, éventuellement, ce que vous pouvez faire comme événement, diffuser de la musique, montrer des slides particulières pour ces moments-là.
Et du coup, ça crée des temps forts sur notamment les élections, l'approbation. Alors, le rapport moral, le rapport financier, il n'y a souvent pas trop de suspense, mais notamment sur les élections, ça vous permettra vraiment de créer des choses très fortes. Et enfin, vous avez une dernière alternative qui peut être intéressante, c'est d'avoir un dépouillement complètement général à la fin de la séance. Donc, en fait, chacun vote au fur et à mesure de la séance, donc en ligne ou sur place. C'est un petit peu l'équivalent de vous distribuer un bordereau de vote complet à tout le monde et chacun vient le déposer au fur et à mesure dans l'urne. Et puis, à la fin, on ouvre l'urne et on voit résolution après résolution, vote après vote, où est-ce qu'on en est. Ça, globalement, c'est un peu un hybride entre les deux premiers où vous allez vous retrouver avec une séance qui est beaucoup sur les débats, sur la présentation de tous les éléments et aussi un grand temps fort à la toute fin. Vous pouvez aussi, bien entendu, mixer le tout, c'est-à-dire avoir en fait proclamer les résultats de tous les rapports, toutes les approbations de rapports au début et garder les élections, les renouvellements de mandats pour la toute fin de la séance pour garder les gens au bord de leur siège si vous le souhaitez. Voilà. Ça, là où ce sera important de le savoir assez en avance quand même, c'est que tous les outils ne vous permettront pas de faire tous ces éléments-là. Certains de vos outils vous donneront par exemple tous les éléments d'un coup et du coup, en fait, vous n'aurez pas l'option de faire un dépouillement progressif. Certains outils ne supporteront qu'une consultation écrite et vous ne pouvez pas le faire en séance ou alors ce sera très compliqué et pas forcément pratique. Du coup, ce ne sera pas possible. Ça, c'est vraiment à vous de voir en fait largement en amont ce que vous préférez et comment vous souhaitez animer votre séance. Comme vous le savez, j'imagine tous, on n'anime pas du tout au final un webinaire comme, comme une séance habituelle. Il y a vraiment ce besoin de réussir à rythmer, de réussir à faire interagir les personnes à distance et sur place, même si finalement le contenu reste strictement le même. Une fois ceci fait, on va passer au gros, très, très gros élément qui est le procès-verbal. Le procès-verbal de séance, du coup, qui fait foi sur tout le déroulé de la séance, signé par le ou la présidente, éventuellement contre-signé, triple fois signé, va très légèrement évoluer quand même sur une séance en ligne, comme vous pouvez le voir. Sincèrement navré pour la densité de cette slide. Je sais qu'elle n'est pas forcément évidente, mais bon, l'objectif, c'était que vous puissiez repartir avec tous les éléments connus dès le départ pour tenir vos AG en ligne. Concrètement, la première particularité, on en a déjà parlé, c'est la feuille de présence. Vous aurez du monde qui aura signé une feuille de présence papier, du monde qui se sera présenté à distance sans du coup avoir signé quoi que ce soit, ou alors avec une signature électronique, qui n'est pas du coup la signature manuscrite à laquelle tout le monde a l'habitude. Donc là, il faudra vérifier que que la feuille de présence est compatible avec vos process habituels, avec ce que votre expert comptable exige pour le PV. Ça sera vérifié en amont, évidemment, de la convocation, parce que si vous le vérifiez en aval et que ce n'est pas compatible ou que vous n'avez aucune preuve, aucune justification de qui était à distance, c'est un petit peu tard et c'est potentiellement un petit peu problématique. Donc, n'hésitez pas à bien vérifier ce qui est possible, à vous renseigner. Les dépouillements en eux-mêmes, et c'est là où il faudra être vigilant, évidemment, le dépouillement doit traiter de la même manière un vote papier et un vote numérique. C'est-à-dire que vous n'allez pas, sans doute, dire que ceux qui votent sur place ont plus de droits de vote que ceux qui votent à distance, qu'eux, ils se sont déplacés. Vos statuts ne le prévoient probablement pas. Ce que ça veut dire, c'est que vous devrez donc en fait faire un dépouillement via l'outil numérique. En général, un dépouillement, c'est une addition, donc ça se fait facilement, et un dépouillement papier, et ensuite réconcilier les deux. Il vous faudra du coup un outil pour réconcilier les deux. Ça peut être un outil aussi simple qu'un tableur, si vous n'avez pas beaucoup de votes, si c'est relativement simple à gérer, si vous avez un petit peu de temps en séance, vous pouvez avoir une colonne vote papier, une colonne vote numérique, et additionner les deux, c'est facile. Il faudra quand même vérifier qu'il n'y ait pas de double vote. Et là, ce sera un des éléments importants. Si moi, j'ai voté par anticipation via n'importe lequel des outils qu'on a présentés en amont, que ce soit un formulaire, une plateforme dédiée, un outil de vote, et que je vote en papier le jour J, il faut bien que vous comptiez un seul vote. Il ne faut pas que je puisse voter deux fois pour moi à l'élection. Donc ça, ce sera aussi
un des éléments à bien vérifier. Après, toujours avec la même question sur vos enjeux. C'est-à-dire que est-ce que vous n'avez pas besoin d'y passer 2 semaines si vous avez un enjeu très faible, vous n'avez qu'un seul candidat pour être président, c'est le président actuel, la présidente actuelle qui se représente. Bon, bah, voilà, est-ce qu'il y a un enjeu ou pas vraiment? Concernant la signature électronique du procès-verbal, si vous souhaitez le faire signer électroniquement, c'est-à-dire non pas apposer la signature du président en bas de la page comme d'habitude, mais plutôt lui faire signer électroniquement parce qu'il ne pouvait pas être là, vous pouvez tout à fait le faire. Vérifiez simplement que ce soit une signature électronique avancée au sens de l'article 26 d'IDAS. Je vous laisse vérifier si vous souhaitez ce que c'est. Ce n'est pas très important. L'idée, c'est que de toute façon, vous avez le décret qui est en dessous qui le précise. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas faire une signature, n'importe quel type de signature sur un procès-verbal pour qu'il soit valide. Vous faites une signature électronique avancée. Heureusement, ce type de signature-là est très peu coûteux. Hein. C'est de l'ordre on va dire de quelques euros à les grands max. Et je n'ai pas consulté l'offre de Solidatech à ce sujet, mais Solidatech propose aussi des offres de signature électronique, donc sans doute que ça vous reviendra peut-être même moins cher que ça. Voilà. Et sur ce document, sur ce procès-verbal, pourront aussi être adjointes non seulement la feuille de présence comme preuve de qui était présent ou pas, mais aussi les preuves de bonne tenue du vote électronique. Par exemple, si vous avez des gens qui ont émargé à distance, ça sera sur la feuille de présence, mais si vous avez des preuves du vote, donc ce qu'on peut appeler d'autres signatures électroniques, si ce sont des bordereaux de vote signés, si ce sont peut-être, comment dire, alors ce qu'on appelle des sommes de contrôle, voilà, il y a plein de mécanismes qui existent. Il vous faudra une preuve comme quoi, même électronique, le vote électronique s'est bien tenu. Ça, c'est optionnel. Ça dépend toujours de vos statuts, de vos enjeux. Est-ce que c'est vraiment nécessaire si vous approuvez les comptes et le rapport moral? Sans doute pas. Si vous faites une élection un petit peu tendue, sans doute que oui, globalement, d'expérience. Ça, je vous invite vraiment à le vérifier en amont, surtout que souvent, votre procès-verbal est établi avant votre séance, avant même l'envoi des convocations, parce que vous aurez en fait votre procès-verbal sur lequel, avec toutes les résolutions, et vous aurez simplement besoin de remplir les résultats et de dire c'est approuvé ou rejeté, ou d'indiquer le nom, des élus. Et dans ce cas-là, il faudra vérifier en amont que que les outils que vous allez proposer dans votre parcours numérique conviennent bien pour établir ce procès-verbal de la manière que vous le souhaitez. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout sur le procès-verbal. La slide est extrêmement dense. L'idée, ce sera aussi que vous avez normalement un droit d'information qui est applicable sur le procès-verbal, c'est-à-dire que vous devez transmettre le procès-verbal à tout le monde. Là, vous pourrez réutiliser votre outil de mailing, votre outil de gestion de documents, il n'y a aucun souci, comme c'est indiqué. Voilà pour ce PV. Et si je ne m'abuse, ce sera la dernière slide de ce webinaire. Merci à tous pour votre attention pendant cette heure de technico-juridique numérique. Ce n'était pas toujours très simple, j'imagine. Et Lorraine, si ça te va, on va pouvoir passer au moment des questions-réponses. Oui, volontiers. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation très claire. Je vais commencer avec une question de la part de Sarita qui demande si la modification statutaire faite avant l'AG de 2022 permettra d'organiser cet AG en ligne sur les comptes 2021 ou alors est-ce que ce sera pour les comptes 2022 approuvés en 2023? Est-ce que ça peut être applicable en gros dès cette année? C'est une excellente question pour votre expert comptable. De base, au niveau de l'usage que j'en vois autour de moi, auprès des organisateurs qui utilisent Nuage, c'est que dès lors que la modification statutaire est approuvée et qu'elle est du coup inscrite dans les statuts, c'est approuvé pour toutes les AG futures. Donc, tant que c'est prévu et c'est bon. Cela dit, même avertissement légal, je ne suis pas votre expert comptable, je ne suis pas votre avocat et je vous donne juste une information d'usage. C'est ce que je constate dans les faits. Est-ce que c'est bien légal ou pas? Votre expert comptable peut tout à fait y répondre et sans doute qu'il a toutes les billes pour le faire. Merci, Paul. Une autre question de la part de Cilia qui demande, s'agissant du vote, dans le cas d'assemblée hybride, préconisez-vous d'utiliser l'outil numérique seul pour tout le monde, donc y compris pour ceux qui sont en présentiel, ou de différencier les méthodes de vote? C'est une excellente question. Le plus simple,
en général, c'est d'avoir un seul outil. Ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui sont à distance votent sur l'outil, sur leur ordinateur, là, par exemple, et les personnes qui sont sur place votent avec leur téléphone. Cela dit, vous pouvez très bien avoir du monde qui se présente en AG et qui n'a pas de téléphone ou dont le téléphone n'a plus de batterie ou alors qui n'a plus de 4G, enfin, tout ce qui peut se produire sur un téléphone. Vous pouvez avoir du monde qui a un téléphone trop vieux et que l'outil ne supporte pas. Ça peut aussi arriver. Donc, de préférence, et pour simplifier, l'idéal, c'est de minimiser le papier. Ça minimise aussi les procédures administratives, ça minimise la quantité de papier consommé et l'impact écologique. Et donc, si possible, passer vraiment uniquement par le numérique et prévoir le plan B avec le papier. Parce qu'encore une fois, si vous avez par exemple tout le monde qui vote en papier sur votre séance, en fait, vous referez un dépouillement classique. Donc, en fait, vous devrez revoir les bordereaux de vote, refaire les décomptes à la main, etc. Ça vous prend du temps. Si vous avez seulement les bordereaux de votre papier en plan B, ça veut dire que vous en aurez peut-être 3 ou 4 finalement qui auront fait ça, voire même qu'une seule personne, que vous pourrez beaucoup plus facilement reporter ça sur quelque outil que ce soit sur un outil dédié, que ce soit juste sur un pauvre tableur. Ce sera beaucoup plus simple à reporter, ça ira plus vite et vous pourrez passer plus de temps à vous occuper des débats, à vous occuper des participants, à vous occuper des moments d'échange. Donc voilà, donc globalement, le papier restera. C'est une bonne solution de secours parce que quand un stylo ne marche pas, il y a toujours un autre stylo, mais quand un téléphone ne marche pas, il n'y a pas forcément d'autre téléphone. Donc, voilà, l'idéal, c'est de prévoir toujours le papier comme dernier plan. Après, ça ne vous empêche pas aussi, si vous le souhaitez, de mettre en œuvre des bornes de vote avec des isoloirs. Donc ça, certaines solutions le prévoient. Alors, c'est encore un autre enjeu de sécurité, de vérifier que la personne vote bien qu'une fois. Enfin, il y a d'autres soucis. Mais si vous avez la capacité, par exemple, de sélectionner sur une tablette le formulaire, de faire voter la personne, et après ça, de récupérer la tablette et à la voter, et c'est fini, peut-être que c'est suffisant aussi. Voilà. Mais malheureusement, le papier est là pour rester. Il y aura sans doute toujours des process papier à avoir, au moins dans un coin, pour être sûr que si jamais ça ne marche pas, ça, dans tous les cas, ça marchera. De la même manière, vous n'êtes pas à l'abri que le jour J, le Wi-Fi de la pièce où vous êtes lâche. C'est déjà arrivé aussi. Très bien, merci. Je vois une ou deux mains levées ou questions dans le chat d'un œil. Pour rappel, passez bien par l'onglet Q et R en bas de votre écran pour qu'on puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup. Une question de la part de Camille qui demande s'il existe des votes par procuration en ligne. Alors, je pense que tu y as partiellement répondu déjà dans la suite de ta présentation, mais si tu peux éventuellement redire un mot. Oui, complètement. Ça dépend des outils. C'est-à-dire que si, par exemple, vous utilisez comme outil, alors, je ne connais pas Framaform, donc je vais parler de Google Forms, parce que lui, je le connais mieux. Je ne connais pas très bien Framaform, je ne sais pas s'il le fait, mais Google Forms, par exemple, vous remplissez un formulaire. Et si le formulaire compte pour une voix, mais en fait, ce n'est pas très facile de dire non, mais moi, je vote pour moi-même et pour Maxime aussi, qui n'a pas pu voter finalement, ou pour mon conjoint, ou pour ma conjointe, ou ma fille, voilà. Pas facile. Par contre, la plupart des outils de vote numérique, aujourd'hui, normalement, le supportent. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même sur une gamme un petit peu supérieure d'outils. Je ne sais pas si des outils gratuits, par exemple, supportent le vote par procuration. Ce que vous pouvez éventuellement faire si vous ne pouvez pas passer sur une gamme supérieure, c'est faire ça par des tableurs. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez savoir dans un tableau que Paul représente deux voix, parce qu'il a celle de Paul et celle de Maxime, et du coup que Paul a voté pour, donc que Maxime a voté pour. Mais ça vous fait faire des manipulations dans un tableau. C'est potentiellement acceptable si vous avez que 3-4 pouvoirs et donc du coup, voilà, vous le gardez dans un coin de votre tête et vous savez que voilà, Lorraine elle a voté, mais en fait, pour elle, le vote compte pour 3, donc vous notez 3 pour ou 3 contre en fonction de ce que Lorraine décide. Mais c'est potentiellement plus compliqué dès lors que vous avez des dizaines, des centaines de pouvoirs. Là, il vous faut un outil dédié. Ça marche. Une question à laquelle je vais probablement répondre, en tout cas tu compléteras peut-être Paul, de la part d'Emmanuel qui demande pourquoi Ballotilo n'est pas possible en vote de séance. Alors, ce n'est pas tant exactement, Emmanuel, que ça n'est pas possible, c'est-à-dire qu'en fait, notre tableau récapitulatif avec les différentes solutions de vote, c'est plutôt nos recommandations pour que la séance se passe aussi bien que possible. Là, en l'occurrence, Ballotilo, comme c'est le cas d'ailleurs je vais répondre à une autre question en même temps qui évoquait plutôt le sujet Framaform.
Ce sont des solutions qui ne sont pas très appropriées pour du vote instantané, qui demandent aussi un temps de connexion sur un outil externe, pour lequel on ne peut pas forcément avoir les réponses en live, si je puis dire. Et donc, l'idée, c'est aussi de simplifier au maximum le process, comme le disait Paul en introduction. Et un outil comme Ballotilo, ça veut dire qu'on prend le risque, entre guillemets, que les gens n'arrivent pas à se connecter, qu'ils doivent se créer un compte, qu'ils quittent la visio, qu'ils soient perdus, etc. Donc, c'est pas que ce soit techniquement impossible, c'est plutôt que ce n'est pas nos recommandations pour un déroulé le plus fluide possible. Oui, tout à fait. On en discutait justement il n'y a pas si longtemps que ça avec Maxime. Il faut vraiment que vous considériez, et c'est pas facile comme exercice, que le numérique, c'est compliqué. Normalement, pour beaucoup de monde, et évidemment sur Solidatech et Nuages, on est de forts promoteurs du numérique, on y croit très sincèrement, mais vous avez quand même une immense partie de la population, immense non pas en termes de proportion, mais en termes de présence, qu'elle existe bien, pour qui le numérique, c'est pas facile et le numérique, c'est un calvaire. Et pour ces gens-là, il faut absolument vous assurer d'avoir le process le plus simple possible. Imaginez par exemple, globalement, ce que vous pouvez faire comme exercice qui marche plutôt bien, c'est quand vous pensez à une manière de faire. Donc, imaginons là, ça pourrait être utiliser Ballotilo en séance. Imaginez que la séance soit votre famille, toute votre famille, si vous en avez une. Donc, ça veut dire vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos cousins, vos fils, vos petits-enfants, tout le monde. Si tout le monde y arrive, c'est que le process est simple. S'il y en a quelques-uns chez qui ça griche, c'est que ça pose problème. Donc, globalement, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que vraiment, imaginez des personnes de tout horizon, de tout âge, de toute culture, et imaginez leur dire, là, c'est simple, vous recevez un mail, vous cliquez dedans, vous indiquez votre nom et votre prénom et vous votez. Il faut qu'ils reçoivent le mail sur leur téléphone. Il faut qu'ils réussissent à taper dedans, en admettant que le mail soit correctement affiché sur un vieux téléphone, peut-être, et qu'ils aient un téléphone qui affiche les mails. Il faut qu'ils rentrent leur nom et leur prénom. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils sortent le clavier, qu'ils tapent, qu'ils ferment le clavier, qu'ils appuient sur la touche entrée, et après ça, ils ont accès au vote. Peut-être très simple pour Lorraine, Maxime et moi, parce qu'on y est habitué, peut-être très simple pour tout le monde ici. Mais si demain, je devais proposer ce process-là à 2000 personnes en séance, je sais que j'en aurais plusieurs dizaines qui auraient des difficultés. Et en fait, je ne pourrais pas faire avancer mes votes parce que je ne vais pas faire avancer mes votes alors que j'ai 50 personnes qui attendent de réussir, ne serait-ce qu'à accéder à la plateforme de vote. Donc, c'est vraiment un enjeu, c'est de réussir à trouver le process le plus simple possible et les outils les plus simples possibles. Il faut que ce soit absolument trivial à utiliser. Exactement. Une question de la part de Sarita. Alors là, je ne sais pas trop. Tu vas me dire si tu as des éléments à partager, Paul. Qui demande si, selon nous, l'outil Small PDF est valable pour la signature électronique pour une AG en ligne. Je ne sais pas si tu connais. Alors, malheureusement, non. En gros, ce que vous recherchez, donc je vais peut-être le remettre sur la slide, c'est cette question de signature, c'est ces trois mots vraiment, signature électronique avancée. Si l'outil vous indique qu'il fournit de la signature électronique avancée, globalement, c'est bon. Si par contre, il vous dit juste signature électronique ou signature électronique simple, ce n'est peut-être pas suffisant. Donc, vérifiez. Et je pense que ça va, comme ce que tu disais tout à l'heure aussi, ça dépend des enjeux. C'est-à-dire que si vous êtes 10 personnes relativement tous d'accord et en bonne entente versus 400 et avec des désaccords et une remise en question possible de l'issue de l'AG, voilà. Dans un cas, c'est moins gênant que dans l'autre. Oui. Mais à mon avis, sachant que c'est je ne connais pas bien, mais je crois que c'est entre autres qu'une solution gratuite. À mon avis, c'est comme la signature qu'on utilise sur la version gratuite d'Adobe Reader, d'essai, etc. C'est-à-dire que légalement, ça ne suffirait pas sur la version accessible à tous, on va dire. Mais dans les faits, ça peut aussi faire l'affaire si vous êtes en tout petit comité en bonne entente. Ouais. Après, n'hésitez pas à vous renseigner vraiment sur les offres aussi Solidatech sur la signature électronique, parce qu'il y en a qui existent. Donc, peut-être que vous pouvez le faire, en fait, même avec des offres très accessibles. Mais oui, comme il dit tout à fait, comme le dit Lorraine, si vous avez peu d'enjeux et quasiment aucune chance qu'il y ait le moindre problème, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Le document, il est signé avec une signature électronique simple. Personne ne vous le reprochera. Bon, à partir de là. Je continue avec une question de Jordan qui demande si dans le cadre des votes à main levée, il faut garder une preuve du type capture d'écran, par exemple, pour une petite AG en ligne ou pas.
Ce serait vachement bien. Si vous pouvez, si vous avez un secrétaire de, si vous avez, alors déjà, si vous avez assez peu de monde pour que tout le monde soit affiché sur l'écran, que vous avez le secrétaire de séance qui peut prendre une capture d'écran, indiquer, voici, la poster quelque part, indiquer, voici la capture d'écran du vote, c'est vachement bien. C'est très très bien si vous, enfin, j'imagine, encore une fois, pas avocat, votre expert comptable, etc. Mais ce serait une très bonne preuve à joindre à votre PV pour le coup, avec toujours ce bémol que ce sont les vidéos, les visages des gens, les informations personnelles des gens. Tout le monde ne sera pas forcément extrêmement à l'aise avec l'idée que son visage se retrouve dans le PV. Euh, Ça, c'est aussi à prendre en compte. N'hésitez pas à en discuter. En toute sincérité, cela dit, si vous faites du vote à main levée et qu'une capture d'écran suffit, peut-être que simplement avoir une affirmation contresignée qui donne le nombre, par exemple, le président compte, je ne sais pas moi, le président compte 10 mains levées, le secrétaire de séance valide et compte lui-même 10 mains levées. Bon, bah. Est-ce que vous avez vraiment besoin de la capture d'écran? Pas forcément. Pourquoi pas, mais pas forcément. Mais vérifiez avec votre expert comptable. Sincèrement, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, voilà, etc. Ça marche. Et Alicia pose une question d'ordre plutôt équipement matériel en voulant se renseigner sur voilà, si on a des conseils en matière d'équipement vidéo comme son pour les AG hybrides. En termes même vraiment très globalement en termes de type de salle, est-ce que voilà, sachant que là, eux, ils sont une cinquantaine de personnes, par exemple, en salle, et à peu près autant en ligne. Et forcément, il y a des craintes qui légitimes que les uns les autres n'entendent pas bien, etc. Ouais. Alors, nous, on a vu des AG organisés très efficacement avec une webcam et un PC portable, donc c'est possible. En fait, l'enjeu, il sera de savoir qui prend la parole. Si vous avez une AG où c'est principalement, disons, votre présidence et quelques membres du bureau qui prennent la parole, bah, peut-être qu'un système très simple avec juste une webcam, en fait, suffirait. Vous faites silence dans la salle, que ce soit une petite salle de réunion, que ce soit une salle avec un pupitre et des gens qui sont assis dans un public en face. Vous demandez aux gens de faire silence pour ne pas perturber et peut-être que le PC et la webcam suffiront, en toute sincérité. Sinon, si vous avez des AG où il y a des chances qu'il y ait plus de monde qui participe, là, avoir des systèmes où on peut passer des micros, où on peut voilà, éventuellement, alors se passer un téléphone, c'est pas génial quand même pour le coup, mais à la limite, voilà, tout est possible. L'enjeu, en fait, il faudra vraiment penser à combien de personnes doivent s'exprimer. Si vous avez plus de 10 personnes qui doivent s'exprimer avec un PC portable et une webcam, ça va être l'enfer, que tout le monde passe devant le PC, etc. Si c'est juste 3 ou 4, peut-être que c'est suffisant en fait. Et si c'est plus de 10, c'est des dizaines, des centaines, parce que vous avez 50 personnes dans le public et qui peuvent souhaiter prendre la parole à tout moment. Bon, là, il faudrait voir pour soit dans la salle que vous ayez des micros loués que vous pouvez utiliser, soit il y a beaucoup de salles aussi qui fournissent du petit matériel de manière locative, donc des caméras à brancher sur un PC directement avec un port USB, ça se branche sur PC, ça marche, des micros en Bluetooth éventuellement, donc pareil, ça se branche sur PC et ça marche, ou ça se synchronise en Bluetooth, ça marche. Voilà, renseignez-vous auprès des salles que vous louez et là, du coup, vous devriez avoir ces éléments. Super, merci beaucoup. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a eu le temps de répondre à toutes les questions. Je vais vous remercier chaleureusement tous les deux et surtout toi, Paul, pour cette présentation très claire sur les bonnes pratiques pour organiser son AG en ligne. Après, voilà, c'est sympa parce que Claude, qui vient de partir, nous fait une transition toute trouvée pour le webinaire d'après. Donc, tu affiches les infos à l'écran actuellement. C'est-à-dire que voilà, il nous remerciait pour toutes ces infos. Puis, il nous disait aussi qu'une solution complète était à imaginer, à moins que Nuage le propose. Eh bien, en effet, Claude, merci pour cette transition. C'est exactement le point fort de notre partenaire Nuage. En effet, c'est de simplifier très grandement la gestion de tout ça, et à vrai dire, pas seulement pour le coup pour les AG en ligne, mais pour tout type d'AG, que ce soit en ligne, en format hybride ou même en présentiel. Et en fait, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés et disponibles jeudi prochain à la même heure, donc 14h30, à vous inscrire sur le lien qu'a partagé encore Maxime là, tout dernièrement. On
vous fera une démonstration de l'outil nuage et de à quel point ça peut vous simplifier la vie et vous faire gagner du temps sur le sujet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on se quitte sur cette belle perspective de se retrouver la semaine prochaine? Non, globalement, c'était parfait. Surtout, n'hésitez pas à vous présenter la semaine prochaine, ou en tout cas à jeter un œil au webinaire, à la rediffusion que Lorraine partagera. Si vous avez notamment des complexités à gérer, donc ça peut être, comme on nous a posé la question, 50 personnes à distance, 50 personnes en présentiel, ça commence à être complexe. Des difficultés collégiales, des votes qui sont rendus difficiles parce que vous avez une gouvernance collégiale un peu particulière, un report à la majorité, etc., qui sont assez uniques. Voilà, je pense que le prochain webinaire sera extrêmement intéressant. Super, et affaire à suivre alors. Et puis merci beaucoup à tous pour votre participation et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.